Bonjour à tous. Dans cette deuxième vidéo, nous allons nous intéresser à l'équation fondamentale de la statique des fluides. Et le but, c'est de décrire la pression dans un fluide. Alors tout ce qu'on a vu dans la vidéo précédente reste vrai. On va se servir de différents éléments. L'approximation des milieux continus, ça on va supposer que c'est vérifié. Ensuite, on va s'intéresser à la pression, donc la définition de la pression telle que je l'ai fait de façon assez simple, il faut la connaître. Et ensuite, on va également avoir besoin de la masse volumique qu'on a vue précédemment. Donc c'est parti. On va reprendre notre petit élément de fluide, c'est notre petit cube ici, et donc il a une masse delta M et un volume delta V, et comme c'est un cube, en fait il a une longueur delta L et longueur delta L, qu'on retrouve sur chacun des côtés. Et on va se poser la question, quelles sont les forces de pression que subit ce cube, les forces de pression sur les 6 facettes de mon cube. Alors pour simplifier les choses, j'ai choisi des axes, et les axes ne sont pas choisis du tout aléatoirement, donc faites attention, mais de façon assez naturelle. On va prendre un axe X et un axe Y qui représente l'horizontale, et un axe Z qui représente la verticale. Donc ici j'ai représenté mon cube avec X, Y, Z en 3 dimensions, et ici vous avez juste la projection à 2 dimensions avec l'axe des X et l'axe des Z pour que ce soit plus clair. On a donc 6 faces et on va avoir des molécules qui vont venir taper sur les 6 faces. Alors, les molécules vont se taper entre elles. Donc, jusqu'à présent, on avait parlé de force de pression sur les parois, mais en fait, si je remplace mes molécules par ma paroi par des molécules, elles vont subir exactement la même chose, puisqu'il va y avoir des chocs et elles vont repartir. Donc, on va supposer cet élément avec les molécules qui viennent taper sur chacune des faces. Donc, écrivons ces forces. Alors, il va y avoir 6 forces. Les forces qui vont être sur la face qui est ici, que je vais appeler Fx1, qui pousse vers la droite ici, et à contrario, qui vont pousser vers la gauche, j'appelle ça Fx2. Ici, on les représente à 2 dimensions. On va avoir les forces également sur les facettes du dessus, donc Fz2 et Fz1, et puis on a des forces qui sont plus difficiles à représenter à 3 dimensions, sur les faces de devant, vraiment comme ça, face à votre écran, et donc là c'est Fy1 et Fy2. Et on va s'intéresser à faire le calcul sur un axe, par exemple on va commencer par l'axe des X, et puis après on généralisera sur l'axe des Y et sur l'axe des Z, puisque la démarche est la même. Donc occupons-nous tout d'abord de la direction des X. Je vous rappelle avant ça que notre cube de fluide subit une autre force, une 7e force, c'est naturellement son poids, que j'ai représenté ici, ou ici sur la vision à 2 dimensions. Donc voilà, on a en fait 7 forces qui jouent sur ce cube de fluide, cet élément de fluide. Alors on s'intéresse tout d'abord à ce qui se passe selon l'axe des X, et on va chercher la résultante des forces de pression selon cet axe X. Donc pour cela, on va écrire les coordonnées de Fx1 et Fx2. Donc les coordonnées, on les a. Pour Fx1, c'est la pression qu'il y a du côté gauche, ici, fois la surface en fait qui est donnée par delta L fois delta L, puisqu'on a un carré, donc c'est delta L fois delta L, et donc ça je l'ai noté delta S. Donc la force due à la pression génère une pression qui est la pression au niveau de X ici, donc la pression qu'on a sur cette surface-là, fois le delta S. On va faire la même chose sur f de x2. Donc f de x2, on a la pression cette fois-ci à cette hauteur-là, donc on a avancé de delta L, donc on n'est plus à x, mais à x plus delta L, donc on va prendre la pression qu'on a de ce côté-là, P de x plus delta x, ou delta L, si vous préférez, j'aurais dû mettre delta L ici, d'ailleurs c'est ce que j'ai mis là, fois la surface, et la surface c'est la même, c'est delta L fois delta L. Voici la projection de la force selon x, la force Fx1 et Fx2. Donc si maintenant on fait la somme des deux, pour avoir la résultante des forces de pression selon l'axe des X, on va avoir finalement delta S qu'on va pouvoir mettre en facteur, et on a la pression en niveau de X moins la pression au niveau de X plus delta X de ce côté-là. Donc finalement, ce qui compte, c'est la différence de pression. C'est assez simple, si la pression était plus grande d'un côté, on se doute bien que ça pousserait comme ça. Si la pression était plus grande de ce côté-là que de ce côté-là, on pousserait de ce côté-là. Et si la pression était plus grande de ce côté-là que de ce côté-là, on pousserait de ce côté-là. Donc finalement, c'est la différence de pression qui rentre en jeu, et si les pressions sont égales, elles se compensent et il se passe rien. C'est exactement ce qu'on vient d'écrire de façon un peu compliquée, mais finalement c'est assez simple et intuitif. Alors maintenant, on va essayer de travailler cette expression. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu de maths. On va basculer sur une autre. Donc
Là, je garde exactement ce qu'on vient d'écrire, la résultante c'est ça, mais je voudrais l'écrire d'une façon plus pratique. Et pourquoi je vais faire ça? Pour pouvoir le manipuler plus facilement. Alors déjà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais multiplier par delta L au numérateur et delta L par le dénominateur. Alors ça change rien. Hein. Si je multiplie par quelque chose et divise par quelque chose, ça change rien. Mais si je fais ça, vous voyez que ça va me faire delta S fois delta L au numérateur. Donc c'est la surface de ce côté-là fois delta L, ça va me donner le volume de mon cube. Ça va me donner delta V. Et puis, ça me permet d'écrire, mon delta L, faut pas que je l'oublie, hein, celui-ci que j'ai rajouté, ça me fait Px moins Px plus delta L sur delta L. Ça, c'est une forme qui doit vous rappeler quelque chose. Et c'est pour ça que je vais à ça. Donc, justement, qu'est-ce que ça me rappelle? Ça me rappelle une chose, ça me fait penser à une dérivée. Hein, ce serait une fonction où je calcule la dérivée. Alors en fait, je vais pouvoir remplacer ce terme-là par une dérivation. Pourquoi? Parce que delta L, je vous l'ai dit, l'élément est petit. Le cube est petit et chaque côté est petit. Ça, c'est ce qu'il faut pour avoir ma supposition de milieu continu. Donc, si je fais ça, par définition, la limite quand delta L tend vers 0 de P de x plus delta L moins P de x sur delta L, c'est la dérivée de P de x par rapport à dx. Et vous voyez que si je retire la limite ici, c'est exactement ce que j'ai marqué là avec un signe moins. C'est ça, ce truc-là, c'est moins ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un delta L très petit. Comme ça, je vais remplacer finalement ce terme-là par moins la dérivée de la pression par rapport à x. Donc ça, c'est à peu près ça. Et donc, je vais remplacer ce terme-là par moins dp sur dx delta V. Donc la force générée par la pression sur l'axe des x, par rapport aux deux côtés sur mon cube, c'est donné par moins d2p sur dx delta V. La dérivée de la pression par rapport à x fois le petit élément de volume avec un moins. Le moins vient du fait que on avait vu que c'était px moins px plus delta L, alors que la dérivée c'est px plus delta L moins px. Donc il faut que je mette un moins. Voilà, alors là il y a un petit peu de choses à revoir. Je vous conseille de revoir le début de la vidéo si vous avez eu du mal, mais en fait ce que j'ai fait c'est j'ai écrit vraiment la différence des deux forces de part et d'autre de mon cube sur l'axe des x. J'ai mis en facteur le delta S, ça me permet d'obtenir ça. Ensuite, j'ai fait une petite magouille, soyons clairs, sur le delta L ici, pour faire apparaître une forme qui ressemble à une dérivée. Et comme je sais que delta L est petit, je remplace tout simplement ce truc-là par une dérivation et j'obtiens ça, par la dérivée de la pression par rapport à x. Alors, ce que je viens de faire, ça me donne la résultante des forces de pression, due à la pression, selon x, moins dp sur dx delta V. Si je le fais sur Y ou Z, vous imaginez bien que je vais trouver exactement la même forme, mais plutôt que d'avoir X ici, je vais avoir Y pour la force, la résultante selon Y, et puis je vais avoir Z ici selon la résultante Z. Il n'y a pas de raison que je trouve autre chose, c'est parfaitement symétrique. Mon problème sur les pressions, c'est la même chose, à chaque fois que je prends deux faces, l'une en face de l'autre. Donc finalement, la résultante des forces dues à la pression, je peux l'exprimer comme un vecteur, avec trois composantes, la dérivée de P par rapport à X fois delta V avec le moins devant, la dérivée de P sur dy pour la coordonnée Y, et la dérivée de P par rapport à Z fois delta V avec le moins pour la coordonnée Z. Donc là, je peux l'écrire d'une façon très condensée avec la dérivée ici. Alors, bon, c'est pas tout à fait juste. Là, on voit que je dérive P par rapport à X, P par rapport à Y, P par rapport à Z. Donc, a priori, je suis en train de supposer que P dépend de X, de Y et de Z. Et quand on écrit une dérivée comme ça, avec un D, là, je fais une faute de notation en mathématiques. Là, je fais une dérivée droite, alors que quand on a plusieurs variables, il faut que je remplace ma dérivée droite par une dérivée qu'on appelle une dérivée partielle. Donc, je vais juste ajuster ça, parce que j'aurais pas dû écrire des dérivées droites, c'était faux mathématiquement. Donc je vais remplacer ça par des dérivées droites, ça s'écrit d rond P sur d rond X, d rond P sur d rond Y, d rond P sur d rond Z. Et ça, multiplié par delta V et un moins, ça me donne la résultante des forces de pression sur les axes des X, Y et Z. Et là maintenant, j'ai une notation qui est propre au niveau mathématique. Mais la définition de cette dérivée est la même, ça n'a pas changé, c'est juste, ce d rond, c'est juste pour stipuler que P, a priori, ne dépend pas que de X, donc c'est une dérivée dite partielle. Et donc les matheux, là maintenant, vous soufflez, j'ai fait quelque chose de propre, ça va mieux. Ok, alors on va écrire ça d'une façon très condensée. Cette dérivée par rapport à x
sur P, dérivé par rapport à Y de P, dérivé par rapport à Z de P, on va l'écrire sous la forme d'un opérateur qu'on va appliquer à P. Cet opérateur, ici, c'est nabla avec une flèche, c'est un vecteur qu'on va appliquer à P, qui correspond exactement à ce que j'ai entouré là, et c'est ce qu'on appelle le gradient. Donc si vous voulez calculer le gradient de P, eh ben, vous allez calculer des ronds P sur des ronds X pour la coordonnée X, des ronds P sur des ronds Y pour la coordonnée Y, et des ronds P sur des ronds Z pour la coordonnée Z. Voilà ce que c'est que le gradient. Donc ça, c'est une notation très condensée pour dire exactement ça. Et donc la force de pression, la force générée par la pression, vous voyez, je fais l'erreur, la force générée par la pression, mais je vais éviter de la faire, c'est moins delta V, gradient de la pression. Ok, on a écrit ça, maintenant, finalement, nos 6 forces, on les a mis dans une seule équation, la résultante, moins delta V, gradient de P. Très bien. Notre cube ici, si je prends un élément, prenons par exemple l'air qui est devant moi, je prends un petit cube, et il subit également son poids. Et en moyenne, comme je fais de la statique des fluides, je vais considérer que ce cube, il ne bouge pas. Il y a des molécules qui rentrent dedans, des molécules qui sortent, mais ce cube, en moyenne, il ne change pas de position, il reste là. Donc on va considérer qu'il est statique. Dans la condition de statique, on va pouvoir appliquer le principe fondamental de la statique. Donc si on regarde la deuxième force, enfin l'autre force qui va agir, c'est le poids. Le poids, c'est delta M, donc la masse, fois G. Delta M, on peut l'écrire autrement, c'est la masse volumique, ρ, fois delta V. Ça, vous pouvez vérifier. Si je prends un petit élément de volume, delta V, si je veux son poids, il suffit que je multiplie par la masse volumique, ρ, et j'obtiens la masse. Donc P, c'est ρ delta V G. Et comme je vous l'ai dit, on va supposer que notre fluide est repos, donc notre petit cube en moyenne ne bouge pas, et on va appliquer le principe fondamental de la statique, somme des forces égale 0. Donc P plus la résultante des forces dues à la pression égale 0. P plus F, pression égale 0. Bon, P, on l'a là, ρ delta V G, ok, et la résultante due aux forces générées par la pression, moins delta V, gradient de P. Et on obtient cette équation. Vous voyez que cette équation que je réécris là, on peut tout de suite, ça on veut que ce soit égal à 0, ça c'est le principe fondamental de la statique qui nous dit, donc on peut tout de suite se débarrasser du delta V, on peut simplifier delta V, et il faut finalement que gradient de P soit égal à ρ fois G. Voilà ce qu'on obtient. Le gradient de la pression est égal à ρ fois G, la masse volumique du fluide fois G. Alors, réécrivons ça, le gradient, réécrivons ce que ça veut dire, parce qu'après tout, ça c'est juste une notation, vous pouvez l'oublier, on ne va pas trop se servir du gradient, mais c'est pour simplifier, parce que c'est un peu long d'écrire ça, donc déjà, voilà. Puis c'est utile dans d'autres domaines, donc c'est la première fois que vous voyez cet opérateur, donc voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gradient, des ronds P sur des ronds X, des ronds P sur des ronds Y, des ronds P sur des ronds Z, est égal à ρ, la masse volumique, fois G. Mais le vecteur G, dans mon système de coordonnées X, Y, Z, il est seulement selon Z et il est vers le bas. Donc on a 0, 0, moins ρ, G ici. Donc finalement, la dérivée de P par rapport à X est égale à 0, la dérivée de P par rapport à Y est égale à 0, et la dérivée de P par rapport à Z est égale à moins ρ fois G. C'est ce qu'on obtient. Le fait que la dérivée de P par rapport à X est égale à la dérivée de P par rapport à Y est égale à 0, ça veut dire que la pression ne dépend pas de X et de Y, puisque si je dérive la pression par rapport à X, j'ai 0. Donc ça ne dépend pas de X et de Y. C'est donc une constante par rapport à X et par rapport à Y. Par contre, on a des ronds P sur des ronds Z qui est donné par moins ρg. Ça, c'est une constante. Donc ça va être facile à intégrer. On va pouvoir facilement trouver P en fonction de Z. La pression dépend donc seulement de Z, donc seulement de l'altitude. Attention, je vous ai bien dit, j'ai mis Z vertical dans la direction du poids, donc elle dépend bien de l'altitude. Et on peut montrer que, en prenant une primitive de cette équation, P en fonction de Z est donné par moins ρg fois Z, plus une constante. Attention, quand on prend une primitive, il y a une constante d'intégration. Et donc la pression est donnée par cette jolie formule qui correspond à l'équation fondamentale, à l'équation fondamentale qui décrit la pression dans un fluide. Alors donc finalement, la pression dans un fluide est donnée par une équation qui est ici, Pz égale P0 moins ρgz, puisqu'on peut choisir notre constante d'intégration ici comme on veut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un niveau de référence, et donc ça, pour z égale 0, ici on va mettre notre constante égale P0, moins ρgz, tel qu'on l'a présenté.
Alors, il y a une petite subtilité qui est vraiment importante quand même, faites attention, c'est que cette formule qui décrit donc la statique des fluides, hein, c'est l'équation fondamentale de la statique des fluides, cette équation, eh ben, il y a un moins ici si on met l'axe des Z vers le haut, mais si vous mettez l'axe des Z vers le bas, ce qui peut arriver dans certains cas d'hydrodynamique quand même, eh ben, il va falloir remplacer ici le moins par un plus, parce que ça dépend de ma projection de mon poids, et donc ça dépend de si j'ai mis mon axe vers le haut ou vers le bas. Donc rappelez-vous, si l'axe est vers le haut, c'est un moins, si l'axe est vers le bas, c'est un plus, et la façon la plus simple de s'en rappeler, c'est de bien vérifier que quand vous écrivez votre équation, la pression va augmenter lorsque vous descendez. Donc là voilà, si vous mettez votre axe vers le haut, si vous descendez, bah, l'altitude diminue, et donc il faut mettre un moins pour que la pression augmente dans cette équation. Donc ça c'est vraiment ce que vous devez retenir pour jamais vous tromper. Alors, on va s'arrêter là pour la partie théorique. Je vais juste montrer une toute petite application numérique pour voir un peu à comment on peut s'en servir. Un exemple, si vous préférez. Et après, on s'arrêtera pour cette partie qui est quand même un peu plus compliquée que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors ici, imaginons qu'on a juste de l'eau dans un récipient, ou n'importe quoi d'ailleurs, ça peut être l'eau de mer. Ici, vous avez l'air au-dessus et de l'eau en dessous, et la pression ici qu'on a, c'est la pression atmosphérique P0 au niveau 0, au niveau de la mer. Voilà. Donc là, je vais utiliser ma formule PZ égale P0 moins ρGZ, en mettant mon axe des Z vers le haut. Et la question que je me pose, c'est quelle est la pression ici à 100 mètres quand je monte dans l'air? Donc je vais calculer ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette formule et je vais faire la pression à 100 mètres, c'est P0 moins, ici attention, c'est la masse volumique. Mais ici, on est dans l'air, donc ici, c'est la masse volumique de l'air qui va agir, fois G, fois Z. Donc là, ici, Z vaut 100. Et donc, si je fais le calcul, la pression atmosphérique, je vous l'ai dit, c'est 10 puissance 5 pascal. La masse volumique de l'air, c'est 1,2 kg par mètre cube. G, je l'ai arrondi à 10 pour le calcul, pour vous simplifier un peu l'écriture. Et la hauteur, c'est Z, c'est 100. Donc ça fait 1,2 fois 10 fois 100. C'est un peu mal écrit, hein, j'aurais dû mettre les fois, mais à l'oral, ça passe. Et on obtient une pression qui fait 998 800 pascal. Donc une pression pratiquement égale à la pression atmosphérique. Et donc quand on monte de 100 mètres, la pression varie très peu. Maintenant, on va se poser la question autre, qu'est-ce qui se passe si je descends à 10 mètres dans l'eau? Donc je pars ici de la surface et je descends à 10 mètres dans l'eau. Donc ça, je reprends la même formule ici, mais cette fois-ci, attention, je suis à moins 10 mètres de profondeur, donc je vais calculer la pression à moins 10 mètres, sachant que là, ici, je vais me déplacer dans l'eau. Donc ici, la masse volumique qui intervient, c'est celle de l'eau. Donc je me retrouve avec P0 moins ρ de l'eau, G fois Z. Z vaut moins 10. Donc ça va faire moins avec le moins, ça va faire plus. Et la pression va donc être plus grande ici. C'est normal, la pression augmente quand on descend. Donc là, faisons le calcul. On a 10 puissance 5 pour la pression atmosphérique, moins 10 puissance 3 kg par mètre cube, c'est la masse volumique de l'eau. G, je l'ai aussi pris à 10. Et on prend Z égale moins 10. Et si vous faites le calcul, vous allez trouver finalement que ce terme-là, c'est 10 puissance 5. Donc la pression à 10 mètres, c'est 2 fois la pression atmosphérique ici de 10 puissance 5 pascal. Donc finalement, à 10 mètres de profondeur, la pression a augmenté, a doublé en fait. Si vous descendez de 10 mètres, la pression a doublé. Et comme cette équation est linéaire, d'ailleurs, si vous redescendez encore de 10 mètres, la pression, ce sera le triple de la pression atmosphérique. Si vous descendez à 30 mètres, ce sera 4 fois la pression au niveau du P0, et ainsi de suite. Donc à chaque fois que vous descendez de 10 mètres, vous gagnez une pression atmosphérique. Ça, les gens qui font de la plongée le savent très bien. Hein. À chaque fois qu'on descend de 10 mètres, on gagne une pression atmosphérique qu'on subit sur le corps et sur les poumons. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop descendre en bloquant ses poumons. Enfin, c'est surtout quand on remonte que c'est problématique. Quand on descend encore, ça va. Voilà pour l'application, et vous voyez que cette formule va nous permettre de calculer la pression à différentes altitudes, dans différentes situations, dans l'eau, dans l'air, dans n'importe quoi, à partir du moment où on a affaire à un fluide, et que que la supposition du milieu continu est vérifiée. Voilà, on va voir maintenant dans une prochaine vidéo, on va voir dans la prochaine vidéo comment on peut se servir de ça, de ce qu'on a vu pour les différentes pressions, pour calculer la poussée d'Archimède.